Bonjour à tout le monde et bienvenue à l'ENACHA. Nous sommes ravis de vous accueillir ici pour cette journée consacrée à l'urbanisation au Proche-Orient. Je voudrais d'abord remercier l'ENACHA, la direction de l'ENACHA qui nous a donné l'occasion et les moyens d'organiser cette journée qui réunit plusieurs chercheurs afin de relancer le débat sur cette problématique. Je tiens à remercier aussi les partenaires participants à l'Université de Paris 1, représentée par Pascal Botterlin, et l'équipe Arc-Orient et de l'Université Lyon 2, représentée par Suzanne Dibo. La journée est divisée en deux parties. Le matin, on a 3 interventions et l'après-midi, il y aura 4 interventions. Il y aura deux pauses café, un le matin et l'autre dans l'après-midi. Là, on s'arrête à midi pour déjeuner et on recommence à 13h30. Les déjeuners pour les intervenants aura lieu à la cantine de l'ENACHA. Il y aura un cocktail à la fin de la journée sur place vers 18h. Chaque communication va durer entre 30 et 40 minutes, suivie par des questions et remarques. Maintenant, je laisse la parole à ma collègue Suzanne Dibo qui va vous présenter la problématique de la journée. Merci. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre présence et je voudrais remercier aussi les participants dans cette journée d'études focalisée sur l'urbanisation au Proche-Orient. L'Orient précède les autres régions par le degré de son développement. À cet égard, 2 grandes innovations s'inscrivent dans son histoire. La première est la révolution néolithique, marquée par l'invention de l'agriculture, alors que la deuxième est celle urbaine, qui se traduit par le passage du stade villageois au stade urbain. Cette tendance à l'urbanisation qui nous intéresse ici se manifeste dès le 4e millénaire en Orient, dans ses différentes zones géographiques. Elle se traduit par l'apparition des premières villes planifiées qui se sont développées à travers les millénaires, donnant naissance à plusieurs modèles urbains. La capacité de la population de différentes régions à aménager des espaces urbains dans des zones arides ou stépiques est frappante et montre que chaque région a manifesté son urbanisation d'une manière différente. Il faut souligner aussi que le Proche-Orient a donné naissance au premier système d'écriture. Les documents épigraphiques laissés par ces civilisations deviennent une source importante et indispensable dans l'étude de l'urbanisation. Cette journée d'études sera l'occasion de réunir des chercheurs travaillant sur la thématique de la ville dans des différentes régions et périodes, du 4e millénaire jusqu'au 1er millénaire, en Mésopotamie, en Anatolie et en Syrie. Il s'agit aussi de croiser les sources textuelles avec les données archéologiques afin d'en établir un ensemble plus cohérent sur la question de l'urbanisation. Cette manifestation scientifique devrait permettre de faire le point sur les approches actuelles et sur les résultats les plus récents des recherches. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. On va commencer avec Pascal Botterlin, qui est professeur d'archéologie orientale à l'Université de Paris 1 depuis 2010 et directeur de l'école doctorale d'archéologie depuis 2014. Il dirige la mission archéologique française à Marie en Syrie depuis 2005. Sa présentation aujourd'hui est intitulée « Demande proto-urbain aux premières villes de Mésopotamie, question d'échelle et de morphogénèse ». Elle m'abandonne, ça y est. C'est ça le pointeur. Bien, merci beaucoup, cher Saousan. Merci beaucoup surtout pour l'initiative que tu as su prendre et tous les soutiens que tu as réussi à réunir. Et je suis particulièrement content
que nos collègues syriennes soient à l'origine de cette initiative. Je crois que c'est qu'on peut tous les remercier d'abord et avant tout de cette très belle initiative et de ma foi, dans les temps qui sont ceux que nous connaissons trop bien. Je crois que c'est important de penser à la construction du futur d'une façon ou d'une autre. Ça nous échappe évidemment largement. Mais il faut penser d'abord et avant tout, je crois, à ça et à une recherche qui continue, malgré tout. Recherche en partie, évidemment, sur les archives, recherche sur le terrain qui recommence en Irak et j'espère un jour, quand les conditions le permettront, en Syrie. Et je pense que votre génération aura, j'espère, énormément de choses à apporter quand la reconstruction se fera et qu'elle reprendra. Je sais que ça commence, mais ça se fait doucement et peu à peu. Et en tout cas, on vous soutiendra tant qu'on peut. Ça, c'est quelque chose, vous pouvez compter sur nous, vous le savez. Et c'est important, je crois, que la collaboration, justement, se développe à tous les niveaux. Et en particulier au niveau de la formation. Je dirais que c'est vraiment très 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 important que l'enseignement, et en particulier la nouvelle génération, on en parlait hier soir à la conférence de Niccolò Marchetti, c'est très important justement de former la nouvelle génération de chercheurs. Je ne parle pas de nous pour nous évidemment en France ou en Occident, mais aussi et surtout pour les chercheurs syriens. Et ça, vous allez être des passeurs, des passeurs de mémoire déjà, parce que le vrai trésor national, c'est pas seulement l'archéologie, c'est les professeurs et c'est le savoir qui s'est accumulé, parce que l'archéologie, c'est d'abord ça. Et ça, je tenais quand même à le dire pour commencer. Je pense que mes collègues me suivront sur cela. Merci en tout cas, et merci de nous donner l'opportunité un peu de réfléchir. Alors moi, l'esprit dans lequel j'ai préparé cette communication, c'est pas une communication avec des conclusions définitives, c'est plus une sorte de série de réflexions que je vais vous proposer sur des dossiers que j'ai en cours. Plus ou moins, certains sont aboutis, enfin de mon point de vue, ont commencé à aboutir, d'autres ne sont que des ébauches, et nous permettent de réfléchir un peu sur ces sujets qui nous préoccupent tous évidemment. Alors avec les espaces urbains, évidemment, on se retrouve face à des années de recherche. Et j'ai eu beaucoup de mal en préparant cette présentation, ne serait-ce que sur la Mésopotamie. Ne parlons pas du reste. Il y aura heureusement des collègues qui s'occupent, non pas du reste, parce que c'est des régions tout aussi importantes à mon avis, mais ne serait-ce que pour parler de la Mésopotamie, et je ne me permettrai pas de m'aventurer en Anatolie ou ailleurs, où là on a des gens beaucoup plus compétents que moi sur la question. On a des années de recherche sur des phénomènes et des rythmes qui sont très différents, on le sait tous maintenant, et qu'on ne saurait ramener à un modèle de la ville de l'Orient ancien. Il y avait la semaine dernière un colloque de la Société française d'histoire urbaine auquel j'ai participé, et la question se posait de l'existence de la ville orientale. Alors évidemment, c'est une question qu'on pose depuis longtemps nos spécialistes du monde arabo-musulman, et la question se pose également pour l'Orient ancien, et on est allé un peu trop vite dans l'idée qu'il y avait une ville de l'Orient ancien, et qu'il faudrait circonscrire, et il faut bien reconnaître que cet objet est pour moi quelque chose d'un peu mystérieux, tant il est difficile à circonscrire et à comprendre, comme s'il y avait une opposition d'ailleurs entre une ville de l'Orient ancien et quoi d'ailleurs, une ville classique, une ville occidentale, etc., etc. Ce sont des débats, on pourra en discuter. Je pense que c'est quand même un point sur lequel les spécialistes de l'Orient ancien ont leur mot à dire, et pas seulement ceux du monde arabo-musulman, je dirais. Et ça, c'est un premier point. On a quelques questions majeures, évidemment. L'une des questions qui m'a un peu agité ces derniers temps, c'est comment passe-t-on du village à la ville, comme ça, juste pour commencer le petit matin. Comment y a-t-il création de villes, tout simplement, et comment les contemporains, en fait, ont-ils tout simplement inventé la ville, avec évidemment toute une série de questions qui se posent. C'est un objet de recherche, la ville, bien entendu. C'est un objet de recherche qui s'est construit très progressivement, je dirais, de stéréotype en stéréotype. Et en matière de ville orientale, il faut dire qu'on a accumulé les stéréotypes comme on les range gentiment comme des briques. Quand on pense aux visions des orientalistes, des pères fondateurs, au fonctionnalisme austère de l'école de Chicago ou de celle de Berlin d'ailleurs, c'était la même chose à l'époque, on a construit toute une théorie de la ville. On est passé de la ville palais-temple à des villes qui se sont progressivement peuplées. Elles se sont dotées d'un hinterland au fil du développement de la landscape archaeology. Puis elles ont été constituées en archipels urbains, tout simplement, conçus comme des systèmes de villes, même face à des régimes politiques autoritaires et dans un environnement qui était souvent très contraignant. C'est ça les paramètres habituels. Une petite pause simplement pour rappeler l'évolution entre le XVIIe siècle et la vision que pouvaient avoir les humanistes de ce qu'était Babylone, la vision orientaliste, les visions fonctionnalistes des années 30 et les visions, comment faut-il les appeler, postmodernes auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, que ce soit celles des années 80 avec Margueron ou celles qu'on nous sert actuellement, mélangées d'un peu de
de goût ethnique. Je dirais ça fait un peu plus local, entre guillemets. On a là beaucoup de choses à dire, je crois, simplement sur la vision et la conception que nous avons de la ville orientale et sur la manière dont elle est essentiellement je dirais, la caisse de résonance de nos fantasmes, en fait, et de notre propre vision très occidentale de ce genre de phénomène, avec un goût prononcé qu'on ne mesure pas assez pour l'exotisme et la manière de le gérer. Ça, on pourra en reparler. Deuxième question importante, c'est les mécanismes de régénération de la fabrique urbaine. On a des systèmes urbains qui ont été très tôt confrontés à la gestion du risque, à des problèmes sanitaires, à des problèmes d'hygiène, qui ont été confrontés aux conséquences environnementales de l'urbanisation elle-même et surtout à de véritables cycles de catastrophes politiques et environnementales répétées. J'ai donné la référence j'ai oublié de le citer, à l'ouvrage particulièrement intéressant de Mario Liverani, Immaginare Babele, que mon collègue italien me pardonne pour mon affreux italien, je n'insiste pas là-dessus, mais c'est un ouvrage qui, à mon avis, fait date pour montrer effectivement comment on a construit, justement, d'une part, l'objet même qu'est la ville, et d'autre part, comment ont été construits ces cycles d'urbanisation, si j'ose dire, ces véritables cycles urbains. Et là, l'apport de la longue durée à la question de l'urbanisation, c'est un autre gros problème que j'aimerais bien aborder avec vous aujourd'hui, avec cette thématique de la vie et de la mort des cités. C'est malheureusement une thématique, surtout pour la mort des cités, qui a aujourd'hui une résonance très particulière quand on pense à ce qui se passe au Proche-Orient. J'étais encore hier avec mon collègue à l'exposition à Lima sur l'état de Mossoul et d'Alep. Ça donne à réfléchir, effectivement. Il y a quelques années, on n'aurait pas cru comme ça que des villes entières pouvaient être rasées, etc., si facilement. C'est malheureusement quelque chose qui se passe et qui se passait déjà dans l'Antiquité. Et l'urbanisation et la désurbanisation, c'est aussi un phénomène très très complexe qu'il faut arriver à saisir et à comprendre en dehors du schématisme de certaines coupes stratigraphiques qui laissent songeur. On reviendra dessus tout à l'heure. Premier point que je voudrais aborder avec vous, c'est d'abord cette question de ce que j'appelle le piège de la révolution urbaine. Donc revenir un petit peu sur ça. Je regarde le temps que j'ai. Oui. J'essaie de m'organiser la chose pour ne pas être trop long. Sawsan, tu m'arrêtes dès que je me laisse aller. Les pièges de la révolution urbaine, c'est d'abord et avant tout une vieille question. C'est du village à la ville. Je dirais d'emblée que pour moi, c'est fondamentalement le type même de la fausse question, tant nos concepts sont radicalement inadaptés à ce que nous savons du développement des sociétés de la préhistoire tardive. La révolution néolithique, ça fait belle lurette qu'on se pose des questions sur la chose. La révolution urbaine, c'est certainement un de ces ovnis de la discipline qui est l'un des plus problématiques. Je dirais un débat largement stérile s'est longtemps déroulé pour arriver à définir la ville avec des concepts qui étaient quand même ceux des urbanistes français des années 60. Autant dire que leur adaptabilité au 4e, 5e ou 6e millénaire mésopotamien restait quand même plus que discutable. On a, on le sait, un processus de très longue durée qui remonte en fait très haut avec ce que nous appelons des cultures villageoises avancées, entre guillemets, et le terme est volontairement mis entre guillemets, vous vous en doutez bien. Moi, je parle plutôt de centres proto-urbains. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas cette notion d'avancer ou de pas avancer. Ce que je constate simplement, c'est que dès le 7e ou 8e millénaire avant notre ère, la faillite complète des cultures villageoises du néolithique à céramique a conduit à des expérimentations tout à fait nouvelles qui ont conduit au processus d'urbanisation. Mais ça s'est fait très lentement et à des rythmes qui restent très difficiles à analyser. On a fait grand cas récemment des découvertes des années 2000, en particulier à Tel Brak ou à Hamouka. Nos collègues anglo-saxons, américains, il y a une vilaine faute de frappe, ont en particulier fait le buzz, comme ils aiment bien le faire, en nous expliquant que là, en Syrie, se trouvaient au 5e millénaire avant notre ère les plus anciennes villes, bien avant Uruk, etc., etc. On a effectivement des cultures locales très dynamiques. Et le problème qui se pose, c'est ce que j'ai traité dans mon ouvrage, auquel je vous renvoie en partie pour cette partie-là, pour le premier volume de cette architecture et société que j'ai entreprise chez Picard. La question est de savoir quels sont les cycles proto-urbains qui se sont exactement développés, quel a été leur espace et comment ça a fonctionné. Et là, c'est une question que je voudrais envisager en plusieurs temps. Le premier problème qui se pose surtout, c'est la question du développement de ces centres proto-urbains, au moins à partir de l'Abeille du Nord, je ne remonte pas avant. Le problème qui se pose quand on regarde un petit peu la bibliographie récente, c'est la question de l'archipel proto-urbain. C'est le développement, à partir du 5e millénaire avant notre ère au moins, si ce n'est avant, de toute une série de bassins, de toute une série de centres qui sont visiblement constitués autour de régions agricoles qui sont colonisées depuis très longtemps,
qui ont connu souvent la révolution néolithique et qui se sont adaptés à des situations environnementales très différentes. Ces bassins proto-urbains, ce que Graham, Phillips et Wilkinson ont appelé des late chalcolithic cores, en quelque sorte, ont été clairement les bassins collecteurs de mutations que nous avons du mal à sentir, qui commencent dès l'époque d'Obeid dans un système très soigneusement et interconnecté de bassins agricoles qui se développent depuis la vallée de l'Oronte jusqu'à la Haute-Jésirée, mais le phénomène est identique rigoureusement quand on suit le Piémont et qu'on va jusqu'en Iran. En fait, le problème est rigoureusement le même. C'est ce croissant fertile qui, effectivement, a constitué toute une série de niches proto-urbaines qui ont visiblement été les collecteurs et les bassins dans lesquels se sont réalisées ces opérations. Peut-on parler de ville? C'est ça, la grande discussion et le grand classique. Tel Brac a fait la une ces dernières années. Pourquoi? Parce que nos collègues se sont rendus compte enfin que le grand tel central de Tel Brac n'était, ma foi, qu'une fraction infime d'un ensemble beaucoup plus vaste qui dépassait probablement ou atteignait près de 200 hectares au 5e millénaire avant notre ère. Tout cela a été repéré par prospection, naturellement. Il y a eu quelques fouilles, vous le savez, fameuses, notamment à Majnouna ou autres. À quoi avons-nous affaire, effectivement, avec ces centres qui atteignent supposément 200 hectares vers 4000, vers 3700 avant notre ère, à une époque où, en fait, que l'on qualifie de chalcolithique tardif 3, et où, clairement, Tel Brac est devenu un grand centre. Est-ce une ville? On n'a pas les éléments pour en parler. Avons-nous affaire à une agglomération? Oui, c'est très clair, mais quels sont les mécanismes qui conduisent à ce développement-là? C'est évidemment un problème qui est délicat. L'existence de ces vastes ensembles chalcolithiques, est-ce qu'il s'agit d'un décollage plus précoce? Certainement pas, parce que le problème, c'est qu'on a là un système qui est celui du croissant fertile, qui est devenu, pour reprendre le jeu de mots de Graham Phillips, un croissant fragile, très largement, qui subit en 3700 une crise majeure. Ça, c'est très clair. Ça se voit à Majnouna, ça se voit à Moukar. Moi-même, je l'avais évoqué déjà dans mon ouvrage en 2003. Il se passe quelque chose à cette époque-là qui provoque un crash du système. Le problème, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Alors Jason Hoare, récemment, a tenté de modéliser tout cela, en particulier en opposant un développement dans le nord mésopotamien qui aurait été plus précoce que dans le sud mésopotamien, en insistant sur ce qu'il appelle « the extensive and non-nucleated system », qui seraient ces espèces de mégacites constituant des sortes de grandes agglomérations, mais pas des villes. Donc on aurait ces espèces de grandes concentrations, à Hamoukar en particulier, mais aussi à Tel Brac. Il parle de proto-urbanisme également, et là pour une fois au moins, et ça j'ai fait un petit peu école de ce côté-là. Mais il estime que l'urbanisme initial lui-même va commencer plus tard, et surtout qu'à Uruk, effectivement, dans le sud mésopotamien, va se passer autre chose. On aurait donc deux rythmes bien décalés, et je dirais que le résultat, si vous voulez, au final de toutes ces discussions, c'est qu'on a transposé très largement, mais complètement remodelé, on va le voir tout à l'heure, la distinction nord et sud mésopotamien sur le 5e millénaire avant notre ère. La seule particularité, c'est que le nord mésopotamien, cette fois-ci, commencerait avant le sud, ce qui est l'inverse de ce qu'on nous dit, évidemment, pour le 3e millénaire, où on nous dit qu'au contraire, avec Uruk, etc., on aurait ce phénomène-là. Donc on a là un jeu assez complexe qui me laisse un peu songeur. Pourquoi? Parce que cette vision est beaucoup trop schématique. Nos collègues anglo-saxons ont une capacité à l'amnésie que je trouve extraordinaire. Il n'y en a pas un qui se souvient qu'il s'est fait quelque chose en Susiane ou à Suse ou dans toutes ces régions-là. Ça ne les intéresse pas, ils ne connaissent pas, c'est assez curieux. Et on oublie complètement l'Iran, la Susiane le farce dans ses débats. On oppose toute une série de modèles et il faut bien reconnaître que la synthèse est largement inaboutie. Sur ces centres proto-urbains, deux mots simplement et très rapidement. La question de la notion de centre proto-urbain, on m'a souvent demandé et redemandé pourquoi j'utilisais ce terme. Tout simplement parce que j'estime que la cristallisation de ce monde proto-urbain s'est fait à travers un système et un parcellaire très particulier, qui est tout à fait caractéristique de ces pouponnières de ville, si j'ose dire. C'est un peu comme ça que je les verrais. Pourquoi? Parce qu'à partir en particulier de la phase LC3, les fermes chalcolithiques traditionnelles de plan tripartite deviennent essentiellement et prioritairement des ensembles comprenant maison tripartite, cour et dépendance. Ce système, qui est la maison à cour classique, qu'on retrouvera plus tard aussi au 3e millénaire, ce système est organisé avec un parcellaire dont on voit très bien les éléments se dessiner dès le chalcolithique tardif 3 à Hamoukar, par exemple, où on voit très clairement qu'il y a de véritables lots qui sont en lanière, qui se développent tout simplement, où chaque ensemble tripartite est rigoureusement du même calibre ou à peu près,
Le tout disposé sur les éléments d'une voirie qui apparaissent tout doucement au fur et à mesure des fouilles qui malheureusement maintenant sont arrêtées de Clemens Reichel. On a un parcellaire, mais dans ce parcellaire, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des maisons qui sont dans la logique des maisons rurales, qui sont dans la logique des fermes du 5e millénaire avant notre ère. On les a transposées dans un système normé et un parcellaire, mais la logique même de l'habitat reste celui d'un habitat rural. Et ce phénomène, on le retrouve parfaitement dans les colonies urukéennes, par exemple à Abouba Kabira. Je viens de republier un article sur la question, où nous avons en fait tout simplement ces grandes maisons tripartites avec leurs cours, qui elles sont devenues désormais des unités spécialisées. Et ça, c'est un des éléments que je vois à Abouba Kabira. Le système est le même. Il est transposé simplement parcellaire en lanière, maison à cour ouverte. Ce ne sont pas des maisons urbaines. Ça reste fondamentalement une tradition qui est celle de la maison tripartite traditionnelle. Mais les fonctions de ces maisons ont changé et j'ai pu établir qu'en fait, il y avait toute une différenciation fonctionnelle de ces maisons en étudiant le matériel de Abouba Kabira et en montrant qu'on avait des maisons qui étaient spécialisées dans le traitement du vin ou de l'huile, des maisons spécialisées dans la production lainière, etc. Donc il y a une différenciation fonctionnelle qui s'amorce. C'est pour ça que je parle de monde proto-urbain, parce qu'on amorce progressivement ces éléments de différenciation des espaces, ces éléments de différenciation fonctionnelle dans le contexte d'un parcellaire soigneusement normé, mais selon une logique architecturale qui reste extraordinairement traditionnel. Parce que finalement, ce qu'on a à Moukar, on le retrouve à Abouba ou on le retrouve à Arouda. Voilà. Quelles que soient les différences culturelles, j'insiste pas là-dessus et en autre. Ces différences culturelles, on peut les cartographier précisément, et la cartographie de ce monde proto-urbain, elle nous montre surtout, d'abord et avant tout, différents noyaux en particulier de développement, que ce soit les noyaux du nord mésopotamien, sur lesquels je n'insiste pas et dont on vient de parler, ou ceux de cette grande communauté pré-Uruk ancien qu'on voit se dessiner effectivement à partir et dès le début de la période LC2. Ces villages sont hautement hiérarchisés, on le sait. Le bâti est traditionnel, il est hérité de la Koïné obédienne, tout simplement, avec des édifices tripartites qui sont déclinés selon des traditions locales. Ça, j'ai pas le temps d'analyser ça. La mutation majeure, c'est la période LC3. L'échelle, le parcellaire et l'habitat restent dans la logique de la grande ferme, avec système de stockage et redistribution. Le système de voirie est élaboré, et le grand système de voirie classique mésopotamien est élaboré dès la période LC2-3 à Uruk. C'est quelque chose qu'on n'a jamais étudié. Et c'est assez curieux, mais les premières grandes rues et ces chaussées filtrantes, comme dit Margueron habituellement, on les a à Uruk dès le début du 4e millénaire avant notre ère. Donc il y a un savoir-faire progressivement de la voirie qui se met en place aussi à cette époque-là. C'est le monde proto-urbain. Allons un peu plus à fond là-dedans et regardons un peu ces centres proto-urbains. En analysant ces différents centres proto-urbains qui ne sont là pas tout à fait contemporains les uns des autres, je me suis rendu compte que, d'abord, la vieille idée que ces centres proto-urbains se constituaient autour de centres religieux est une idée qui, à mon avis, reste complètement discutable. Ce qui m'a frappé en revanche, en les étudiant, dans les rares cas que nous avons, c'est la présence systématique, mais bien distincte, d'un centre politique et d'un centre religieux, situés à peu près 700-600 mètres de distance l'un de l'autre. C'est le cas à Suse, entre l'Acropole et la Padana. C'est le cas à Tel Brak, et ça, Augustin McMahon a proposé récemment, et je crois que c'est très juste, que autour du Temple aux Yeux, il y a un centre religieux, mais au nord, au chantier TW, ils ont visiblement un complexe public. Comment ça fonctionne, le bâtiment au seuil de basalte, etc., tout ça reste à être analysé en détail, mais on a un complexe public. À Uruk même, je suis convaincu également que d'emblée, on a un centre politique et un centre religieux bien distincts. Est-ce que la cité, elle naît de la rencontre de ces deux centres? C'est ça qui est fondamental, mais c'est la distinction majeure entre le politique et le religieux. La thèse théocratique du développement du pouvoir, en particulier dans ces cités, me paraît tout à fait discutable. Et la théocratie, elle vient, mais elle vient plus tard. Elle vient au 3e millénaire avant notre ère. C'est un choix, un politique très particulier. À la fin du 4e millénaire avant notre ère, précisément, la naissance et l'émancipation d'un pouvoir monarchique de plus en plus nettement affirmé à Uruk notamment, coïncident avec la construction consciente de la ville. Et je dirais que les quelques éléments que nous avons, comme le Sceau des cités en particulier, nous disent clairement que de la pouponnière sort progressivement cette idée qu'il y a des villes qui se nomment comme telles, mais qu'elles fonctionnent en réseau.
Et ça, c'est le deuxième élément qui me paraît important dans cette affaire, c'est la ville ne naît pas toute seule. Elle naît nécessairement en réseau, et la première grande ligue urbaine est clairement le résultat de ça. On prend conscience de l'identité de ces villes à travers leur mise en réseau, d'emblée, et la ligue urbaine est, à mon avis, le signe le plus patent de ce système. Ligue urbaine qui a donné lieu à beaucoup de discussions, je n'insiste pas, autour du culte d'Inanna en particulier, et de l'éventuel rôle que joue Uruk, qui, je vous le rappelle, est un centre gigantesque à la fin du 4e millénaire avant notre ère, sans aucune comparaison possible avec les autres centres de l'époque. Donc s'agit-il là d'une grande capitale possible? Uruk, je vous rappelle, ça veut dire jusqu'à nouvel ordre, sauf si les sumérologues me contredisent, ça veut bien dire la ville elle-même. Il s'est passé quelque chose là-dedans. Ces centres proto-urbains, j'ai oublié de le dire, sont, dans le cas de Suse en particulier, ou d'Uruk, des créations ex nihilo. On n'a pas de village avant. On n'est pas passé de la ville au monde proto-urbain. On est passé, il n'y a pas de croissance spontanée. On passe directement à des centres qui sont conçus comme tels parce qu'ils ont créé des capitales. Ils les ont voulus. À Suse, c'est très net. À Uruk, c'est très net. Et à mon avis, à Telbrak aussi. Deuxième point. Troisième point. Croissance et expansion de ces centres urukéens ou de ces centres proto-urbains. Il existe aujourd'hui une discussion majeure sur les problèmes de transfert de population. C'est redevenu à la mode depuis quelques années, et sur la profonde instabilité du système. Il existe des débats constants, vous le savez, sur les mécanismes de développement de ces grands centres, et en particulier l'une des thèses qui a été proposée par Guillermo Algazi en 2007, c'est la question de l'immigration massive dans la région d'Uruk. C'est une vieille thèse, vous le savez, une vieille thèse qui est liée en particulier à l'unification des données. Dans un article qui est extrêmement intéressant, un des derniers articles qu'il a signé d'ailleurs, Tony Wilkinson avec Harper, a tenté de faire l'unification des données des prospections d'Iran, de Mésopotamie et de Haute-Mésopotamie. Ce qui était quasiment la première fois qu'on tentait la chose pour essayer de comprendre ce qui se passe effectivement, si tant est que l'unification de ces données soit possible, ce dont je suis, vous le savez, plus que sur lequel je suis très réticent. Leur point important et leur idée importante, c'est que la crise que nous identifions en Haute-Mésopotamie est un phénomène général, non seulement dans le croissant fertile, mais aussi sur le plateau iranien. Il se passe une crise démographique majeure au moment où Uruk se développe. L'idée qu'Uruk a accueilli massivement des populations venant d'Iran ou éventuellement de Haute-Mésopotamie au 4e millénaire avant notre ère est désormais régulièrement avancée. Ça fait longtemps que Bob Adams, en son temps, avait parlé d'immigration dans la région d'Uruk. Là, il y a une thèse claire qui nous dit qu'on a affaire à une immigration massive. Des questions se posent sur l'onomastique, en particulier des toutes premières tablettes cunéiformes. Si on arrive à les lire, il y a beaucoup de débats actuellement là-dessus, sur l'extraordinaire diversité de l'onomastique urukéenne à la fin du 4e millénaire avant notre ère. Et on peut sérieusement se demander si la croissance d'Uruk n'est pas liée à la création d'un monde très cosmopolite. Ce qui expliquerait beaucoup de choses sur les problèmes que l'on a à comprendre justement le fonctionnement et le développement de cette métropole. Deuxième question. En rouge, vous avez toutes les zones dans lesquelles on observe une décroissance démographique au cours de la dernière phase du chalcolithique tardif. Et en jaune, vous avez les espaces dans lesquels l'expansion urukéenne s'est particulièrement manifestée. Il y a là un phénomène assez complexe, c'est d'arriver à coordonner ces observations faites par prospection avec cet ovni des prospections qu'est l'expansion de la culture d'Uruk, qui n'a quasiment pas de traces perceptibles en termes de prospection. Elle est extrêmement difficile à analyser et à trouver. Ce qui fait que nos collègues, d'ailleurs, qui travaillent sur les prospections, vous parlent du début du 4e millénaire, puis ils passent au début du 3e millénaire. Il y a un grand trou noir, là. Et c'est une des grandes faiblesses, à mon avis, des thèses de Wilkinson et Phillips des dernières années. Migration proto-urbaine, c'est une longue histoire qui commence avec les thèses d'Adams. Elles ont été reprises par Wilkinson, White et Algaz dans les 4 dernières années. La croissance d'Uruk ne peut pas être expliquée par une croissance démographique interne. Tous les modèles sont concordants pour montrer qu'on a affaire à une nécessaire immigration dans un climat qui ressemble plus à celle de l'exode rural, quasiment de l'explosion démographique au XXe siècle, qu'autre chose. Et il y a des modélisations en cours justement pour réfléchir à ces problèmes-là. L'expansion urukéenne dans cette affaire, elle est un peu en porte-à-faux parce qu'on a une telle croissance que ça conduit à une colonisation, question difficile et problème non résolu à mon avis. Si j'ai un petit peu de temps, on va voir deuxièmement ce que c'est que la naissance des villes et la naissance de l'urbanisme à l'Orient ancien. Et ça, c'est un deuxième point sur lequel je voudrais développer les choses. On a un débat qui est devenu classique sur l'urbanisme du Proche-Orient ancien, sur les liens classiques, et je ne vais pas développer ça, entre la royauté, les dieux et la ville, etc. Il y a des livres entiers qui sont remplis sur ça. La synthèse récente est bien entendu, et il faut bien prendre position
là-dessus, c'est Les Cités Invisibles. C'est le dernier grand ouvrage qui a été consacré à ces problèmes, celui de Jean Margueron. Et on a maintenant une image d'un urbanisme volontariste, nourri par l'étude des villes nouvelles, d'abord et avant tout, qui serait le reflet d'un savoir-faire très spécifique, avec notamment l'identification, on en reparlera je pense à plusieurs reprises, des villes circulaires, dont on a fait grand cas, vous le savez, depuis quelques années. Et évidemment, Marie fait partie du lot. Il y a là plusieurs conceptions qu'il faudrait, et sur lesquelles je crois il faut rappeler rapidement à quel point les modélisations en cours posent des problèmes et des difficultés. Il est devenu classique d'opposer le nord et le sud de la Mésopotamie. Ça, c'est devenu une tarte à la crème, et il faut quand même un peu revenir sur ces deux notions. La vision d'un urbanisme volontariste du Proche-Orient ancien est une vision monolithique sur un objet qui est la ville orientale. Une ville orientale sur laquelle il faut quand même bien réfléchir dans la mesure où on en est à établir des typologies de formes urbaines avec une approche qui est fondamentalement pyrénienne tout simplement de la ville et de son développement, avec des questions de morphologie, des questions d'échelle, des questions de dynamique constructive. Et il faut un peu regarder ça et regarder un peu ce qu'on peut en faire et comment on peut le comprendre. Les modèles d'urbanisation, je vous les rappelle simplement pour les étudiants et en particulier, qu'on a deux environnements, le nord et le sud mésopotamien, le monde de l'irrigation, le monde du dry farming. Deux morphologies et différences majeures entre les tels, entre le sud et le nord, Uruk à droite, Tel Mozan à gauche. Une différence de taille évidente des grandes tels, avec dans le nord des tels qui ne dépassent que très rarement les 100 hectares. Dans le sud, on atteint des monstres qui peuvent dépasser les 500 à 600 hectares de superficie, avec des différences morphologiques majeures qui sont liées à des processus géomorphologiques différents, mais aussi à des morphologies urbaines différentes. Et là, évidemment, le problème se pose de l'opposition des deux modèles. On nous parle de logistique différente. Un pays dans le sud qui est lié d'abord et avant tout à un ravitaillement des villes par bateau. Dans le nord, le pays des chariots, selon une lettre célèbre, bien entendu, du roi Hammurabi. C'est l'opposition classique. Deux révolutions urbaines, deux logistiques, tout simplement, qui se développent avec, effectivement, deux univers complètement distincts. Y a-t-il différents urbanismes? C'est une question qui agite beaucoup nos collègues. Avons-nous affaire dans le sud mésopotamien à un urbanisme lié essentiellement au réseau de canaux et à l'irrigation, fait essentiellement d'un développement horizontal des villes, alors que dans le nord mésopotamien, on aurait un urbanisme étagé, avec une scénographie urbaine qui met en valeur en particulier des acropoles et des villes basses, selon un schéma qui sera celui des textes de Marie, d'ailleurs à Dachum et Kirum, etc. Avons-nous cette opposition? C'est une question qui est récurrente maintenant. Il y a surtout des logiques d'interland et des logistiques différentes, avec des morphologies et en particulier des formations archéologiques totalement différentes entre le sud mésopotamien et son magnifique réseau de canaux, dont on a encore vu l'extraordinaire potentiel avec la conférence de mon collègue Niccolo Marchetti hier. Une logistique qui est celle directement du ravitaillement par la voie d'eau, ça c'est très clair et Algaz a insisté là-dessus. Une logique d'interland dans le nord mésopotamien qui est liée, vous le savez, à ces fameux holloways et aux problèmes qu'ils posent et qui, ces chemins creux, entre guillemets, qui seraient liés au ravitaillement des cités par voie de terre, donc par chariot, à partir du début du 3e millénaire avant notre ère. Deux mondes, un monde de chariot, un monde de bateaux, des villes très différentes, par conséquent, des urbanismes très différents. Et surtout, pour terminer, des rythmes différents, puisqu'on estime que la révolution urbaine dans le sud a commencé plus tôt et qu'il y a eu cette fameuse deuxième révolution urbaine qui serait celle précisément de l'émergence de ces cités, et notamment de ces cités rondes. Ça nous amène à l'approche typologique. Comment? Oui. Cette approche typologique, c'est précisément l'approche qu'a testée Margueron dans Les Cités Invisibles, et elle mérite évidemment d'être d'abord discutée et réfléchie. On a pu faire une analyse typologique précise des formes de ces villes, entre les villes circulaires, les villes orthogonales, les villes triangulaires, les villes atypiques. Je reprends la typologie proposée par mon maître. Et c'est aujourd'hui évidemment la typologie de référence, et il faut la discuter et réfléchir plus avant sur la manière de concevoir la chose et sur la façon de traiter cette documentation. Non pas pour critiquer, pour le plaisir de critiquer, mais pour essayer de voir comment on peut progresser là-dessus. Le corpus de villes qui a constitué cette analyse, et c'est un véritable monument, et il faut le dire comme tel, ce sont 57 villes qui ont été étudiées sur plus de 3 millénaires. 26 à 27 sont circulaires, 14 jusqu'à 17 sont orthogonales, 3 sont triangulaires et 10 de forme atypique. Avec des conclusions majeures, que je ne fais que reprendre pour l'instant, près de la moitié des villes sont circulaires, un cinquième sont sans forme simple,
La question de la géométrie des tracés régulateurs, vous le savez, est quelque chose de crucial pour une thèse sur l'urbanisme volontariste et non spontané, ce qui caractérise évidemment tout à fait l'ensemble de l'œuvre et son développement. Le croisement de la typologie qui a été réalisé avec la question des canaux ramène au problème des deux révolutions urbaines. S'il est acquis que les cités du sud irakien sont liées étroitement aux fleuves et aux canaux, dans le nord se pose la question qui n'a pas été résolue, et là Margueron a fait des propositions qui sont beaucoup plus problématiques, sur l'origine et l'ancienneté de ces infrastructures hydrauliques. Pour Margueron, elles jouent un rôle dès le 3e millénaire avant notre ère, sur des sites comme Rouéra ou Mari. La plupart du temps, nos collègues qui travaillent sur la Haute-Mésopotamie vous diraient que le problème ne se pose réellement qu'au fin du 2e et surtout 1er millénaire avant notre ère, avec les grands chantiers assyriens. Donc là, il y a un débat de fond qui, me semble-t-il, est essentiel pour arriver à discuter de ces questions-là. Si on en vient à ces questions d'échelle, là, on peut essayer de réfléchir un peu sur la chose. C'est une entreprise pour le moins difficile à mener, avec des chiffres qui sont souvent divergents sur la façon d'analyser la superficie de ces villes, plus encore de ces tels. L'existence de mégatels dans le sud et, d'autre part, de tels qui ne dépassent pas les 100 hectares, déjà Wilkinson le dit. Ce n'est pas une invention et un résultat du travail de Margueron. Lui, il considère que c'est une nouveauté. Non, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, on le sait. Norman Ioffe a insisté beaucoup sur la logique des cités-États et sur le développement de la cité-État dans le développement de ces cités. Et la question qui se pose est effectivement de comprendre ces savoir-faire. Ioffe a fait une synthèse très intéressante sur les cités-États, mais à une échelle qui est celle de l'ensemble de la planète, puisqu'il prend la World Archaeology, pour essayer de voir un peu quels sont les calibres justement de ces grandes capitales et de ces grandes métropoles, en se fondant essentiellement sur les périmètres fortifiés des villes telles qu'on les connaît. Et il arrive à des conclusions très intéressantes sur les échelles auxquelles on peut aboutir. Alors en Mésopotamie, parce que je n'insiste pas là-dessus, on peut se rendre compte par exemple qu'une cité-État typique du sud mésopotamien, c'est dans les 300 hectares à peu près, standard. Dans le nord mésopotamien, non sans surprise, aucune de ces cités-États ne dépasse 80 à 90 hectares, que ce soit Brak, Ebla, etc. Les deux seuls cas exceptionnels sont Kish et Uruk. Ça dit déjà quelque chose. Parce qu'avec Kish et Uruk, vous le savez, on n'est plus dans une logique uniquement de cité-État, il se passe quelque chose d'autre. Donc on a des seuils qui se dessinent très clairement dans ces analyses qui, je vous le concède volontiers, sont faites à la louche, je le reconnais, et je sais que c'est rapide. Mais il y a des effets de seuil qui se dessinent très nettement. Margueron lui-même a tenté, par ailleurs, de faire lui-même l'analyse, et j'ai repris les statistiques qu'il a données simplement sous forme d'histogramme pour reprendre la question qui se pose sur les villes circulaires et les effets de seuil qu'il a réussi à distinguer, et je crois qu'il y a des choses très intéressantes qui apparaissent. En dehors d'Uruk, qui à mon avis n'est pas une cité circulaire et qu'il faut éliminer de la discussion, je ne sais pas pourquoi il a voulu à tout prix en faire une ville ronde, là, je crois vraiment qu'il n'y a aucun élément probant pour le dire, on a quand même des seuils très intéressants quand on voit que la plupart de ces cités circulaires, effectivement, ont des seuils très nettement précis et très clairement délimités, notamment pour les cités de Haute-Mésopotamie. Est-ce qu'à Mari et Our, on a des cités rondes? Dans le cas d'Our, je suis plus que sceptique, mais le seuil des 300 hectares, on le retrouve directement. Et ça, c'est pas inintéressant. Je ne fais pas l'argumentaire, j'ai pas le temps, sur les villes orthogonales et les effets de seuil, mais l'esprit est le même. Je noterai simplement qu'il y a toute une série de problèmes là qui se posent, avec des identifications de formes qui restent très problématiques. C'est dangereux de jouer avec un compas et une équerre sur un plan de tel, parce qu'on trouve facilement des cercles et on trouve facilement également des angles droits. Il faut faire attention. Les systèmes fortifiés nous donnent des informations cruciales, évidemment, quand ils existent. Quand ils n'existent pas ou qu'ils n'étaient pas encore en place, comment travailler sur la forme d'une cité, c'est un point sur lequel on peut réfléchir. Quand il s'agit d'Our, par exemple, c'est un sérieux problème. Uruk, en tout cas, n'est pas une ville circulaire. Le plan du centre d'Uruk, ça c'est le plan que je propose dans mon ouvrage, est un plan parfaitement orthonormé. Et si Uruk a été une ville ronde, c'est possible, mais ça a été un développement tardif. Et dans quelques analyses manquent, en particulier sur Kish, ça c'est un autre problème. Ça nous amène à la question des rythmes, précisément, et des développements urbains. La théorie des deux révolutions urbaines est profondément à revoir, à mon avis. Elle ne tient pas la route au niveau de la chronologie et au niveau des systèmes chronologiques tels qu'on vient de les discuter. D'abord parce que la première révolution est complètement urbaine et totalement composite, avec des cycles proto-urbains dont on n'a pas tiré toutes les conclusions. Le mouvement d'urbanisation de la Haute-Mésopotamie débute vers 3000, il s'intensifie vers 2700. Ça a été la première vague de fondations circulaires, on est bien d'accord, suivi d'une seconde éventuellement vers 2400 en Syrie centrale.
Y avait-il tant que ça des villes circulaires dans le sud mésopotamien? J'avoue que je ne suis pas totalement convaincu et je reste très dubitatif sur l'existence d'une épidémie de villes circulaires dans la Mésopotamie du 3e millénaire avant notre ère. Il est certain, en revanche, que le développement de l'histoire urbaine de la fin du 3e et du début du 2e millénaire est lié à la promotion du plan orthogonal. Ça, on a, je crois, de très belles études qui ont été faites, que ce soit sur Babylone ou les études de nos collègues, en particulier de nos collègues qui ont travaillé sur Katna, montrent très clairement que ces villes quadrangulaires qui se développent au 2e millénaire sont un phénomène majeur et crucial. Je m'arrête là parce que j'ai déjà terminé mon temps. La troisième et ultime question, et ça servira de conclusion, c'est que la gestion du risque a été au cœur de ces processus, avec de véritables cycles. Des effondrements ponctuels ou généraux des systèmes urbains ont lieu en 3500, 3000, 2200, puis 1200 avant notre ère. L'une des questions majeures est celle de la perpétuation de ces systèmes urbains. Quels étaient les mécanismes de régénération face aux imprudences écologiques et aux désastres militaires massifs ? L'idée que des villes entières ont connu des plans qui n'ont pas bougé pendant 2000 ans me paraît extrêmement problématique et discutable. J'avais préparé tout un machin sur Marie et son évolution. Marie est le cas type d'une évolution et d'une transformation profonde d'une ville circulaire en un système qui n'a plus rien à voir avec une ville circulaire au début du 2e millénaire avant notre ère. Ces villes ont été fondées, elles ont été conçues, elles ont été régénérées à plusieurs reprises et ces processus de régénération me paraissent absolument essentiels pour comprendre le fonctionnement de ces systèmes urbains. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Et, est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas comment quitter. On commence avec Suzanne. Oui, bien sûr. Oui. Qui se développe à partir de la période d'Europe, même on le voit avant en Mésopotamie du Nord, comme dans le site de Tel Sawan et Tel Abada. Il y a des très grandes maisons. Oui, tout à fait. En fait, il y a des problèmes d'interprétation de ces maisons. Vous avez parlé d'une description de fonctions ou des activités qui se déroulent dans ces maisons. Est-ce que ça peut Oui, moi je suis convaincu, c'est ce que j'ai argumenté dans mon ouvrage, que l'ensemble de ces systèmes voient coaguler progressivement des éléments de hiérarchisation et de différenciation qui sont tels qu'on a affaire à des expérimentations sur le plan fonctionnel. En particulier, le plan tripartite, on le sait, ne correspond à aucune fonction spécifique. Si ce n'est que c'est l'unité de base qui est utilisée pour une maison, que ce soit une maison de Dieu, une maison de chef, une maison tout court. Donc ils ont décliné ça. Ce qui est extraordinaire, c'est la façon dont ils ont réussi à décliner pendant plusieurs millénaires une forme architecturale qui est relativement simple et à en faire un véritable cocon pour toutes leurs expérimentations, qu'elles soient politiques, religieuses, militaires. Ils ont tout tenté avec ces plans tripartites. C'est ça qui me fascine complètement, c'est cette permanence profonde dès l'époque quasiment. Alors on peut discuter pour l'époque de Samarra ou ces choses-là, là j'ai quelques hésitations sur la permanence de la chose, mais pendant 2 ou 3 000 ans, c'est la forme à partir de laquelle, en Mésopotamie, je ne parle pas de la Susiane, on a effectivement une polyvalence extraordinaire du modèle. C'est cet esprit-là du monde proto-urbain, moi, qui m'intéresse énormément, parce que j'ai l'impression que c'est dans cette polyvalence et dans cette capacité à jouer de la polyvalence que réside la force et le dynamisme de cette créativité. Le problème, et c'est une question que je pose, mais je ne sais pas si mes collègues ont une idée, pourquoi abandonnent-ils quasiment totalement ces plans tripartites après 3000, où ils deviennent rarissimes, exceptionnels, et généralement intégrés à des constructions beaucoup plus vastes. Et là, ça c'est quand même une question très, très problématique. Il y a un système là qui fonctionne à plein régime. Ça coïncide aussi, il ne faut pas l'oublier, il y a quand même quelque chose de très important avec ces maisons tripartites, c'est le rapport à la mort. L'apparition des grandes maisons tripartites correspond généralement à des phénomènes très particuliers au niveau de la gestion des ensembles funéraires. Il y a une chose qui est très claire, et en dehors de cas exceptionnels de très grandes maisons tripartites dans lesquelles on a des tombes d'enfants, on n'a jamais de tombe sous les maisons tripartites. Et quand on a cru qu'il y en avait, c'est qu'elle ne datait pas de ce niveau-là. C'est-à-dire que la tradition néolithique de la maison avec sa tombe, avec l'époque d'Obeid, ça devient un problème. Pour l'époque d'Uruk, c'est encore pire, on n'a pas de tombe du tout.
Il y a quand même là un lien bizarre. Le jour où ils abandonnent l'architecture tripartite, ils remettent les tombes sous les maisons. Là, je n'ai pas de réponse à ça non plus. Mais c'est une question que je me pose depuis longtemps. Est-ce qu'il y a un lien structurel entre ça? Alors, dans les temples, évidemment, dans le temple blanc ou autre, bon, qu'il n'y ait pas de tombe dessous, c'est tout à fait normal. Mais dans les maisons à Abou Bakabira, vous n'avez pas de caveau funéraire sous les maisons. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi a-t-on ce phénomène-là? Pourquoi dans les maisons obédiennes n'a-t-on jamais de tombe sous la maison? On les a au néolithique, on les a à l'âge du bronze. Qu'est-ce qui se passe là? Là, il y a une conception de l'espace très 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 particulière. Et c'est ce monde proto-urbain que j'essaie de circonscrire. C'est pas, ça vient de l'Obeid, hein, je crois l'avoir dit un petit peu. Je n'ai pas voulu faire toute mon analyse de l'architecture tripartite, il faut lire mon livre pour ça. Mais c'est, je crois, un point essentiel. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Martin? Oui, j'argumente juste pour aller dans ton sens. C'est une carte que j'avais mise dans un coin, je ne l'ai pas prise finalement. Un des éléments intéressants des thèses de Philippe et de Wilkinson en particulier, c'est l'idée qu'au troisième millénaire, je ne sais pas si je l'ai fourré quelque part dans un coin, cette carte, je ne la retrouverai pas. C'est l'idée que la marque par excellence du début du troisième millénaire, c'est la colonisation des marges arides en particulier, et le développement dans les interstices, justement, entre le nord et le sud, d'une nouvelle génération de villes. Ça, c'est un coup, à mon avis, c'est un trait de génie. Ce que je regrette, c'est qu'ils n'aient pas intégré Marie dans la discussion. Parce que c'est clair que la fondation de sites comme Ouéra, Ebla d'ailleurs, et tous ces sites qui sont fondés dans les marges arides, dans les zones qui jusqu'ici étaient ce que Wilkinson appelle la zone d'attrition, c'est un phénomène majeur qui vient justement combler le vide entre le nord et le sud. C'est-à-dire, à l'époque, à la fin du 4e millénaire avant notre ère, on a l'impression que le vide entre les deux mondes a été comblé par l'expansion urukienne, c'est-à-dire par une impulsion qui vient du sud. La question est de savoir d'où vient l'impulsion dans la fondation de ces villes rondes, en particulier de Rouéra ou de Mari. D'où vient l'impulsion initiale? Moi, je fais partie de ceux qui sont absolument convaincus que ça vient du nord. Et que précisément cette culture du Nord, parce que Marie, et on le voit très bien, tu as entièrement raison pour la culture constructive, on n'a rien dans la première ville de Marie qui indique d'une manière ou d'une autre des contacts avec le sud mésopotamien. On n'a pas de les plano convexes, on n'a pas, etc. Il n'y a pas de solide footed globets, il n'y a pas tout ce qui fait la culture du sud. En dehors, à l'extrême fin de la Scarlet Ware, on n'a rien qui vient du sud. Et donc on a de bons éléments pour penser que ces gens-là, ils viennent tout simplement de Djéziré ou de la région du Karababa en particulier. Hein, et qu'ils ont colonisé ces marges arides. C'est-à-dire qu'il y a eu une poussée, cette fois-ci, non pas du sud, mais du nord. Ça, c'est pour argumenter dans ce sens-là. Mais tu avais une deuxième observation, je crois. Mais bien sûr, mais ça c'était ma troisième partie en fait, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de développer ça. Je dirais que bien entendu, on est tous bien conscients, et en particulier la vision monolithique d'une typologie brute de pommes allant de la forteresse paléo-babylonienne d'un hectare jusqu'à des mégacentres, c'est une illusion monolithique et très cartésienne et très positiviste. On le sait bien que dès le 3e millénaire avant notre ère, il y a toute une typologie des établissements qui est native, si j'ose dire, hein, puisqu'elle est bien établie dans les documents écrits également, et que c'est par ça qu'il faut commencer, je pense effectivement, et pas on risque en permanence, et c'était une de mes conclusions que j'ai pas eu le temps de faire, c'est de mélanger là les tomates et les patates, hein, et faire de la typologie, oui, mais sur quel corpus et sur quel mode de délimitation, c'est le gros problème, je dirais.
Et à mélanger les choses sans niveau hiérarchique, on se retrouve effectivement à mettre ensemble des cités qui n'ont tout simplement pas les mêmes fonctions. Hein. C'est ce sur quoi je termine, hein, que ce soit la marche à la mégapole, que ce soit des cités-États, des cités caravanières ou des cités impériales. Comparer ça directement et brut de pomme, sorti d'une comparaison d'échelle très sommaire, ça me paraît un peu illusoire. Oui.